Plus de 8 millions d'entrées en salle pour un film de quasiment 3 heures historique qui adapte une œuvre littéraire sortie il y a 2 siècles. Le film Le Comte de Monte-Cristo est clairement le hit français de l'année au cinéma et je me suis dit que ça serait intéressant de comprendre les raisons de ce succès, sa face cachée, son influence avec la pop culture et la pop culture française. Je vous propose donc de voir ensemble les raisons et les coulisses de ce succès, mais également d'avoir une analyse un petit peu de cette œuvre qui est à raison louée par la plupart, mais très peu décortiquée. Tout commence en juin 2020 quand Jérôme Sédou, donc le PDG de Pathé, annonce vouloir faire du cinéma patrimonial, un peu dans la même veine que Eiffel, le film avec Romain Duris, qui romance énormément la vie du créateur de la Tour Eiffel. La volonté de Pathé est claire: reconquérir le cinéma avec de gros projets ambitieux. En novembre 2020, un diptyque autour des Trois Mousquetaires est annoncé, écrit par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, ainsi qu'un film sur le comte de Monte-Cristo, donc qui adapte également l'autre œuvre de Dumas, écrit et réalisé par les deux scénaristes et réalisateurs. Puis, rapidement après la mise en chantier du film, Pierre Ninet est annoncé comme étant casté pour le rôle principal, un choix qui se comprend vu l'envergure de l'acteur, mais qui fait un peu parler sur sa capacité à interpréter un tel personnage. Le premier film, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, sort le 5 avril 2023 et fait un peu moins de 3,5 millions d'entrées pour 36 millions d'euros de budget. Ce qui est une petite déception, sachant que les critiques également sont assez tièdes. Globalement, il est dit que le film n'est pas raté, mais il n'est pas exceptionnel. Cependant, on note malgré tout une volonté de soutenir l'initiative chez la plupart des critiques et même chez le public, avec un film qui va réussir à se maintenir après un démarrage un petit peu difficile, ce qui est normalement plutôt bon signe sur l'intérêt porté à l'œuvre. Le 12 décembre 2023, la deuxième partie sort, Les Trois Mousquetaires Milady. Et là, pour le coup, c'est plus difficile. Le budget est le même, mais les critiques sont moins bonnes et le film ne fera que 2,5 millions d'entrées. Ça me paraissait essentiel de revenir sur Les Trois Mousquetaires et sur justement leur succès mitigé, parce que on va pouvoir le comparer au Comte de Monte-Cristo. Alors, le Comte de Monte-Cristo, qui devait sortir en décembre 2024, est avancé en juin 2024 et est même présenté hors compétition à Cannes. Les retours critiques de Cannes sont plutôt bons et vont aider le film à sa sortie, qui va tout simplement cartonner. Comme je l'ai dit en introduction, on est à plus de 8 millions d'entrées actuellement, pour un budget malgré tout très conséquent de 42 millions d'euros. Encore une fois, si on compare par exemple à Astérix, l'Empire du Milieu, qui avait un peu les mêmes ambitions de faire 6-8 millions d'entrées, le budget d'Astérix c'était 70 millions d'euros. Donc 40 millions, ça reste beaucoup à l'échelle de l'industrie du cinéma français, mais on a déjà vu plus élevé. Selon les premières estimations, le film aurait déjà remporté 75 millions de dollars, donc il serait rentré dans son budget, et ça c'est sans compter le fait que ensuite il va être diffusé à la télévision, il va même sortir aux États-Unis en décembre, et les producteurs ont prévu de le faire participer à la course aux Oscars. J'y crois pas trop, mais on sait jamais, en tant que meilleur film, meilleur acteur, puisqu'il n'a pas été sélectionné, même s'il a été présélectionné, pour être meilleur film étranger. Le succès du film a beaucoup été analysé comme un retour du genre du film de cap et d'épée. Et c'est vrai, c'est un genre qui a connu beaucoup de succès en France, notamment dans les années 50, avec par exemple Fanfan la Tulipe. La France n'est pas le seul pays à faire des films de cap et d'épée, mais en tout cas, c'était une des particularités du cinéma français. C'est quelque chose dont le public raffolait, mais qui a un peu disparu avec le temps. Et là, la réussite du Comte de Monte-Cristo, c'est analysé comme le retour de cette envie par l'audience. Également, et ça pour le coup c'est Durandal qui en parlait dans sa vidéo, ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'on appelait le cinéma qualité française dans les années 40-50, qui étaient ces grands films avec beaucoup de moyens, avec de grands acteurs. La qualité française, c'était qu'en fait, on devait adapter les meilleurs textes littéraires qui existaient. Il y avait très peu de scénarios spécifiquement faits pour le cinéma. C'était surtout de l'adaptation littéraire de nos plus grandes œuvres, tourné de la meilleure façon, avec les meilleurs acteurs, avec les meilleurs costumes, la meilleure musique, etc. C'était vraiment un truc. On appelait ça la qualité française parce que c'était tout ce qu'on pouvait faire de mieux. L'utilisation de ces références, ça va permettre déjà de faire fonctionner une forme de patriotisme. Quand on fait référence et quand on fait appel à la culture française, le public est souvent présent. C'est pour ça que Astérix est un film qui cartonne chez nous, parce que Astérix c'est un héros
gaulois typiquement français entre guillemets, mais pour moi c'est dommage et même incomplet de réduire le film à ces références-là, parce qu'en fait, le Comte de Monte Cristo est à l'épicentre de plein d'influences et même de pop culture différentes. Et je pense que c'est intéressant d'analyser toutes ces influences pour comprendre l'engouement autour du long métrage. Déjà, l'œuvre de Dumas en elle-même, elle est plus ou moins influencée par une histoire vraie. Lorsqu'il le publie en 1844, il s'inspire de la vie de François Picot. C'est une histoire qu'il va trouver dans les archives et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui monte sur Paris pour réussir, mais qui est dénoncé comme agent napoléonien et qui perd tout. Il fait de la prison où il rencontre un abbé d'une grande famille italienne qui lui lègue toute sa fortune. Sous un faux nom, il sort de prison et décide de se venger de tous ceux qui l'ont fait emprisonner en les tuant un par un et finit tué par l'un d'entre eux. Bon là, normalement, si vous avez vu le film ou vous avez lu le livre, vous vous dites mais c'est fou, c'est exactement la même histoire, donc le Comte de Monte Cristo est inspiré d'une histoire vraie. Bah non, pas vraiment en fait. Puisque cette histoire de François Picot, elle est elle-même fictionnée et elle est elle-même une version narrée par un auteur d'une personne qui a vraiment existé, mais qui visiblement a juste fait de la prison. Il n'y a pas trop cette histoire de vengeance, etc. On sait pas trop d'où ça sort. Mais malgré tout, cette histoire, elle sort pas directement de l'imaginaire et de l'imagination d'Alexandre Dumas. Il s'est effectivement inspiré de ce faux fait divers. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, le roman lui-même va avoir une influence sur la culture populaire. Par exemple, dans V pour Vendetta, le personnage à un moment regarde le Comte de Monte Cristo et est même appelé Edmond Dantès à la fin. En fait, c'était le film préféré du réalisateur et effectivement, on voit tout de suite le parallèle avec le vengeur masqué qui se bat pour rétablir la justice et qui combat les élites par vengeance. Plus trivial, on a également un épisode des Simpsons, l'épisode 11 de la saison 18, où Homer interprète le rôle du comte de Monte Cristo qui a été trahi par Moe et qui finit par revenir pour se venger. Pareil, niveau petit clin d'œil, dans The Witcher 3, Geralt, donc le personnage principal, rencontre un moment un abbé qui s'appelle l'abbé Faria, comme dans le comte de Monte Cristo. Mais évidemment, et elle revient tout le temps, l'influence numéro 1 qu'on peut voir dans la pop culture, c'est avec Batman. La comparaison avec Batman est constamment reprise. Effectivement, on a un homme extrêmement riche, surentraîné, masqué, qui décide de se venger de ceux qui ont fait du mal et de devenir une forme de bras armé de la justice. Pourtant, officiellement, ce n'est pas une inspiration de Bob Kane, le créateur de Batman. Il n'y a aucune trace qui atteste que le Comte de Monte Cristo a inspiré Batman. On est plutôt probablement sur une coïncidence ou sur une histoire qui n'est pas non plus si originale que ça. Pourtant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre Batman et le Comte de Monte Cristo. Déjà, c'est marrant même si le projet s'est pas fait, mais David S. Goyer, le scénariste de la trilogie Batman de Christopher Nolan, devait réaliser en 2013 un film sur le Comte de Monte Cristo. Et même, ce qui est assez drôle, c'est que Batman a par contre influencé le film Le Comte de Monte Cristo. Par exemple, le chef décorateur assume en interview que la salle de préparation et d'entraînement d'Edmond dans le film est extrêmement inspirée de la Batcave, qui était la référence numéro 1 au moment de concevoir ce lieu. Également, la notion de vengeance et de justice semble tout droit sortie de Batman, voire même du dernier Batman, The Batman, où on a exactement ce vengeur masqué qui a du mal à voir la frontière entre la vengeance et la justice et qui d'abord se fait appeler d'ailleurs juste vengeance dans le film, puis à la fin accepte que l'idée de justice est mieux, et on a un peu le même cheminement psychologique de la part d'Edmond Dantès dans le film. On voit un personnage qui navigue entre ces deux notions, et surtout dont la notion de vengeance est la seule chose qui le maintient en vie. C'est dit explicitement dans le Comte de Monte Cristo, mais même dans The Batman, on comprend que c'est la même chose. Ils sont complètement obsédés, omnibulés par l'idée de se venger. Mais The Batman n'est pas la seule influence de la pop culture américaine qu'on peut voir dans le film de Monte Cristo. Par exemple, la scène d'ouverture semble tout droit sortie d'un film Pirates des Caraïbes, avec le bateau qui est en feu et donc Edmond Dantès qui part à la rescousse d'une jeune femme qui est en train de se noyer. C'est filmé de manière épique avec une musique symphonique derrière. On a vraiment l'impression d'être dans un blockbuster américain. Et c'est intéressant cette idée de blockbuster à l'américaine versus film français, puisque le film se trouve vraiment entre les deux pour moi. On a d'un côté la tradition française, je parlais du film de Capet d'Épée, mais même dans la manière de jouer des acteurs qui est très théâtrale. Également, il s'agit d'une adaptation issue de la littérature française, mais de l'autre, on a vraiment ce qui ressemble à de la culture populaire américaine, que ce soit le mode de production, puisqu'effectivement Pathé a fait appel à des fonds privés pour produire le film et produire Les Trois Mousquetaires, ce qui n'est pas forcément l'habitude dans le cinéma français, en tout cas ça se fait un petit peu, mais ça reste minoritaire, là c'était beaucoup plus important. Également par l'ampleur de la production, d'habitude on a très peu de films en France qui arrivent à mobiliser autant de budget et à créer des décors aussi immenses, et même la place laissée à l'action et au développement du personnage qui ressemble
ressemble quasiment à un super-héros. Et c'est pas la première fois ni la dernière qu'on a vu des projets essayer de mélanger la culture française avec la pop culture américaine. Je pense notamment à Lupin sur Netflix, qui a très bien marché pour ce qu'il essayait de faire, même si d'un point de vue critique, c'était pas forcément la meilleure série Netflix, mais il y avait aussi cette volonté de moderniser la littérature française en gardant quelques codes français, d'ailleurs en prenant des acteurs français et même des réalisateurs français, tout en donnant une touche américaine, une touche Netflix. Et je trouve que c'est là probablement la plus grande réussite du Comte de Monte Cristo, c'est de réussir à trouver cet équilibre précaire en maintenant une forme d'exception culturelle française, tout en visant un large marché. Cependant, cette porte qui est ouverte par le Comte de Monte Cristo, elle reste malgré tout limitée. Déjà, elle est limitée au code de la pop culture américaine, que le film reprend en grande partie, mais également elle est limitée parce qu'elle adapte encore un des grands récits de la littérature française. Et si je prends le temps de souligner la multitude d'influences du film, c'est parce qu'il caractérise parfaitement ce qu'est un objet de pop culture. La culture populaire se définit par son audience de masse, mais également sa capacité à réinterpréter de nombreuses références issues de domaines différents, le plus souvent, il faut bien le reconnaître, dominées par une vision très américaine. En ça, le Comte de Monte Cristo est typiquement un film de pop culture, au-delà d'être un film de patrimoine. Les habitués de la chaîne commencent à le savoir, cette chaîne est complètement autofinancée, il n'y a pas de placement de produits ou il n'y a pas de financement extérieur. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout à commenter. Dites-moi votre avis sur le Comte de Monte Cristo, qu'est-ce que vous en avez pensé et notamment qu'est-ce qui explique selon vous le succès du film. Merci énormément à ceux qui prendront la peine de le faire, c'est ça qui fait vivre la chaîne aujourd'hui. Mais donc ça, c'est pour ce qui concerne les influences et le rapport à la pop culture du Comte de Monte Cristo que je trouvais intéressant juste de souligner. Mais ce qui fait selon moi le succès du film, c'est son personnage, et notamment en quoi le Comte de Monte Cristo est un surhomme postmoderne. Alors, pour certains, peut-être que je vais parler chinois, pour d'autres, ils voient probablement exactement ce que je vais dire, mais vous inquiétez pas, je vais expliquer. Umberto Eco, qui était un philosophe, en lisant le livre, il voyait dans le Comte de Monte Cristo une des figures représentatives du concept du surhomme chez Nietzsche. Le surhomme chez Nietzsche, je vais pas avoir la prétention de vous expliquer exactement ce que c'est, donc je vais extrêmement vulgariser, je m'excuse d'avance pour les personnes expertes sur le sujet. C'est un individu qui aurait par exemple la capacité de garder une maîtrise de soi, qui deviendrait meilleur, c'est quasiment une forme de développement personnel, un homme qui se développe et se surpasse constamment. Il maîtrise ses pulsions et il devient meilleur et globalement il est au-dessus de la masse. En gros, le concept de surhomme chez Nietzsche désigne un être humain qui a réussi à dépasser les limites imposées par les conventions morales et sociales. Et attention, c'est à ne pas confondre avec le héros. Au contraire, Nietzsche déteste le héros, puisque pour Nietzsche, le culte du héros ne pousse pas à repenser nos valeurs. Or, le surhomme n'a pas forcément des meilleures valeurs morales que les autres. Et normalement, vous voyez tout de suite en quoi, effectivement, Edmond Dantès rentre dans cette idée du surhumain, donc d'une personne qui va être capable de maîtriser ses pulsions, de se maîtriser, de parfaire sa connaissance du langage, sa capacité à tirer, sa capacité à se battre à l'épée pour atteindre son objectif et devenir meilleur que la veille et surtout pouvoir se venger. Et tout cela sans respecter les morales chrétiennes habituelles du bien, du mal ou même du pardon. Anne-Marie Calais-Bianco explique dans son article sur le sujet que le surhomme dumassien, donc Edmond Dantès, s'est mis au service d'un public de masse comme fournisseur d'évasion et de revanche par procuration. On rejoint alors la perception du surhumain chez Nietzsche comme d'un homme suivant quasiment la logique de Machiavel. D'ailleurs, à propos de surhumain, on compare très souvent donc le personnage de Dumas à Batman, mais il est également influencé par un autre personnage majeur de la culture populaire, Jésus. Pour le critique littéraire Gérard Gingembre, il ne fait aucun doute, le Comte de Monte Cristo a de nombreux liens avec le Christ. Comme lui, il souffre d'une passion et accomplit son chemin de croix. Comme Jésus, il revient d'entre les morts, âgé de 33 ans, pour juger les vivants. C'est assez bien retranscrit dans le film, notamment au moment de la prison, où Pierre Ninet ressemble véritablement à la représentation occidentale qu'on a de Jésus. Lorsqu'il rencontre l'abbé pour la première fois en prison, ce dernier lui dit « Je t'attendais », comme s'il était face au Christ. Et d'ailleurs, il décide de lui faire confiance et de tout lui léguer immédiatement, une fortune qui elle-même est normalement liée à Jésus et au tombeau de Jésus. Pourtant, il ne faut pas voir dans le Comte de Monte Cristo une simple métaphore de Jésus. Comme je l'ai dit, le personnage se détourne rapidement des morales chrétiennes, comme le souligne la scène à l'église, où il dit à Dieu « Désormais, c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis ». En fait, on a affaire à une lecture postmoderne du surhomme. Alors là, je me suis rappelé que j'utilise l'adjectif postmoderne comme si c'était une évidence, alors qu'il y a 2 ans, je savais même pas ce que ça voulait dire. On peut voir la postmodernité comme le fait d'offrir une distance critique à un discours hégémonique. Dans le film, les actions du personnage sont constamment remises en cause,
parfois même par ce dernier. En interview, les scénaristes eux-mêmes assument cet angle de vue. Ils privilégiaient l'idée d'un personnage en lutte avec lui-même, qui se questionne sur sa surhumanité. Une facette déjà identifiée par Anne-Marie Calais-Bianco dans le roman. Cette transformation en surhomme crée également une double identité chez Dantès. Il y a Dantès, l'homme amoureux, courageux, mais pas surhumain. Et il y a le comte qui a appris à faire fi des règles éthiques et morales pour se transcender et arriver à ses fins. Elle explique alors que le seul moyen pour le personnage de ne pas sombrer dans la folie, c'est que le comte de Monte Cristo retrouve Dantès et que les deux morceaux de son identité se recollent. Cette idée du surhumain post-moderne tiraillé par son envie de vengeance explique pour moi en partie le succès du film. Le long métrage offre effectivement cette vengeance par procuration du personnage qui offre un plaisir immédiat au spectateur et la met particulièrement bien en scène. Je pense notamment à la séquence du dîner où on va suivre avec plaisir le personnage se jouer de ses contempteurs et de ses ennemis. Cependant, le film va aussi venir questionner la légitimité et l'usage de ses pouvoirs surhumains et va mettre au centre de l'équation la notion de justice. Est-ce qu'avoir les moyens et les capacités de se venger devrait nous pousser à le faire? Est-ce que l'ambition de l'homme n'a de limite que sa volonté de puissance? Ou bien doit-il maintenir un code moral pour rester en paix avec lui-même? Des interrogations somme toute assez basiques, mais déjà très intéressantes et surtout bien plus présentes que dans des films comme Les Trois Mousquetaires ou Astérix. Ça va permettre au Comte de Monte Cristo d'avoir une vraie plus-value au revisionnage. Et surtout cette petite tension philosophique, encore une fois, on parle pas de révolutionner l'histoire de la philosophie ou de la pensée, mais cette petite tension philosophique, c'est aussi ce qui va permettre de rester en tête plus longtemps pour les spectateurs. Lorsqu'un dilemme moral et philosophique sous-tend un film, ça va nous permettre de réfléchir sur le film et en fait ça va infuser dans l'esprit. Le Comte de Monte Cristo incarne parfaitement un mélange entre le surhomme nietzschéen et certains aspects de la postmodernité. Comme le surhomme, Edmond Dantès transcende les valeurs traditionnelles, crée ses propres règles et impose sa volonté sur le monde, guidé par une justice personnelle et implacable. Mais tout comme dans la postmodernité, il remet en question les récits moraux et institutionnels, adopte plusieurs identités et refuse l'idée d'une vérité absolue. Cette complexité psychologique et philosophique le rend fascinant pour le public. Et surtout, cela le différencie clairement des autres personnages classiques comme ceux des Trois Mousquetaires qui incarnent un héroïsme fondé sur des valeurs traditionnelles comme l'honneur, la loyauté et la solidarité qui parlent peut-être moins à notre époque. Là où les mousquetaires respectent les grands récits et l'ordre établi, agissant en équipe pour défendre des idéaux collectifs, Dantès, lui, s'en affranchit. Il suit son propre chemin individualiste, préférant déconstruire l'ordre social pour imposer sa propre vision du monde. Ce contraste renforce l'attrait du Comte de Monte Cristo qui offre un héros plus complexe, nuancé et moderne, capable de captiver les spectateurs, même à notre époque. En tout cas, pour moi, c'est vraiment l'une des réussites du film, et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette description du Comte de Monte Cristo en surhomme, ou si vous l'avez pas du tout vu comme ça. Si vous voulez m'entendre parler de cinéma également, j'ai un podcast avec mon frère qui s'appelle Frangin Vidéo Club, qui sort toutes les 2 semaines, où on parle longuement de cinéma, on débat et on rigole, c'est vachement sympa, n'hésitez pas à aller voir, c'est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. C'était Adam Bros, ciao!